d'abord, les dernières surprises au quiche de l'année sur le front des banques centrales. Nous en parlons avec Arnaud Faller, avec nous par téléphone, directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. C'est pas tous les jours dans la vie des marchés ou dans la vie des investisseurs qu'on peut écrire que la Banque du Japon fait quelque chose, bouge. C'était le cas la nuit dernière avec une décision effectivement d'ajuster sa politique de contrôle de la courbe des taux. Pourquoi est-ce une surprise Arnaud, et quelles sont les implications, les réflexions que cette décision inattendue de la Banque du Japon en cette fin d'année 2022 soulève pour les investisseurs? Effectivement, c'était une belle surprise. En plus, dans un moment où la liquidité est plus faible, évidemment, le 20 décembre, c'est pas le moment où les marchés sont qu'on bénéficie de plus de volume. Cet ajustement du contrôle de la courbe des taux est assez étrange parce que les arguments avancés par la Banque centrale du Japon, c'est formation plus fluide de l'ensemble de la courbe des taux. Bon, il faut se rappeler que c'était depuis 2016 qu'il y avait ces mécanismes-là. Et deux, faciliter la transmission de la politique monétaire. À la limite, s'il fallait faire quelque chose, c'était peut-être beaucoup plus sur les taux courts que les taux longs. Mais bon, c'est assez étrange. Au passage, d'ailleurs, à noter que même si ils ont augmenté la fourchette de fluctuation, comme vous l'avez dit, à plus ou moins 0,50, ils ont décidé d'augmenter le montant des achats de dettes d'État en passant à 9 000 milliards de yens plutôt que 7 300. Donc, on augmente la marge de fluctuation, mais en même temps, on augmente les achats. Ça fait un peu opposé, c'est assez étrange. Il nous semble qu'une des vraies raisons, évidemment, on peut mentionner comme ça de manière ouvertement, pas la Banque centrale, mais c'est qu'ils voulaient accompagner la reprise sur le yen après la très grande descente qu'on a connue en 2022. Et effectivement, c'est une des premières réactions sur le marché ce matin, c'est l'appréciation du yen à plus de 3%. Donc sous les 133 face au dollar, et évidemment le même ordre de grandeur face à l'euro. Pour vous, c'est l'objectif premier de cette décision, Arnaud? Il nous semble que oui, parce que franchement, la facilité de la transmission de la politique monétaire, c'était pas forcément un besoin immédiat sur le marché japonais. Donc effectivement, il nous semble que c'est le yen qui était visé, mais au moment où les marchés se ferment, c'est les banquiers centraux qui ne se préoccupent pas tout de suite des réactions de marché. C'est assez étrange. Bon, et puis, alors, cette surprise de la Banque du Japon, elle vient pas seule en cette fin d'année 2022. La BCE aussi, d'une certaine manière, Arnaud, a délivré une surprise au quiche, pas dans la hausse de taux de 50 points de base qui a été délivrée au cours de la réunion du mois de décembre, la semaine dernière, mais dans le discours et dans le signal politique qui est envoyé par Christine Lagarde dans le sillage de cette hausse de 50 points de base. Oui, il faut rappeler qu'elle a évoqué, non pas évidemment la première décision de remonter les taux de 50 points de base, mais une série de hausses de 50 points de base à venir, donc peut-être 2, peut-être 3, sans être data dépendante, sans dépendre des prochains chiffres, que ça soit de croissance ou d'inflation. C'est assez étonnant. D'habitude, les banquiers centraux, en l'occurrence la Fed, est plutôt annoncé qu'elle était devenue data dépendante. Là, on a l'impression que peu importe les données sur le front de l'inflation, même si elles sont plus faibles, relativement plus faibles, et bien de toute façon, ils veulent garder un cap très très au quiche, comme vous l'avez mentionné. C'est vrai que ce qui est marquant, c'est que d'habitude, les banquiers centraux n'aiment pas prendre les marchés par surprise. C'est-à-dire ce qu'ils font, c'est que entre deux réunions, il y a des interventions ou des prises de parole en intermeeting qui font que à la fin, ils annoncent plutôt la couleur, ils préparent les marchés. Et à l'image de la Fed, encore une fois, quand la Fed a remonté les taux de 50 points de base et donc a passé d'un rythme de 75 à 50, eh bien les variations sur le marché de taux, voire d'actions sur la news, ont été très timorées. Là, on a eu, rappelez-vous la journée de la BCE, on a eu des taux euros qui montaient de 20 points de base, alors même d'ailleurs que les taux américains baissaient de 2. C'est des journées comme on n'avait jamais vu dans l'histoire, une telle divergence sur les taux longs qui d'habitude sont assez corrélés. Là, c'est assez étonnant. Il faut juste se rappeler aussi que la BCE a d'ailleurs expliqué aussi qu'elle allait aussi réduire la taille de son bilan, donc à partir de mars jusqu'en juillet, en ne réinvestissant pas les tombées à hauteur de la moitié. En gros, ça fait 15 milliards par mois. Mais ils évoquent le fait qu'ils accéléreraient en juillet, donc encore plus non seulement hausse des taux, mais aussi
des réductions de taille de bilan. Donc, un peu une grande surprise côté BCE et BOJ, et en revanche, un balisage du chemin bien plus clair côté Fed, avec, même s'ils sont data dépendants, ils évoquent la possibilité de ralentir le montant de hausse des taux. Revenir à 25, et comme traditionnellement. Oui, bien sûr. Exactement. Oui, mais Probablement de passer à 25 en février-mars. Cette communication de la BCE, cette décision de la Banque du Japon, coup sur coup, en une semaine, en cette fin d'année 2022, ça sape un petit peu l'idée quand même que le pic hawkishness global est passé, Arnaud. En tout cas, peut-être ça acte aussi le fait que, de part et d'autre de l'Atlantique, on ne va pas être aligné. Parce que, clairement, côté Fed, encore une fois, on pense que, en tout cas, dans notre scénario central, le pivot il est plutôt confirmé. En revanche, côté BCE, et puis donc on le voit ce matin, côté BOJ, c'est sûr que les prochaines mesures risquaient d'être encore à la fermeture, à des mesures à l'inverse de l'assouplissement qu'on a connu depuis quelques années. Bon, effectivement, là, en termes de scénario de marché, sur la visibilité qu'on peut avoir, les scénarios tactiques que vous mettez à jour chaque mois, chaque mois pour les 3 mois suivants, Arnaud, comment est-ce que vous voyez le début d'année se profiler en termes de schéma et de scénario de marché ? Alors, notre scénario central, alors qu'il y a une probabilité de 55%, donc c'est effectivement centré autour d'un pivot de la Fed qui serait confirmé, permettant au taux long américain de baisser un peu, au taux long européen de se stabiliser et aux bourses européennes ou américaines de progresser encore. Au passage, on verrait le dollar baisser un peu face à l'euro autour de 1,10. Et on aurait les émergents qui pourraient tirer leur épingle du jeu dans ce scénario-là. Et le point important, c'est que les scénarios adverses, donc de part et d'autre, on en a 3 en tout, c'est finalement le scénario le plus probable pour nous du côté adverse, c'est plutôt une crainte de récession sévère qu'on probabilise à 25%, qu'un scénario centré encore une fois sur l'inflation qu'on a probabilisé à 20%. C'est-à-dire que le risque adverse, il est encore plus fort du côté crainte de récession sévère. On le voit, les chiffres américains de croissance macro ralentir quand même nettement, que ce soit la consommation. On voit l'immobilier américain qui flanche très nettement à l'image des chiffres de sentiment de confiance publiés il y a quelques jours, où on a des niveaux au même niveau que juin 2012, hors Covid. Donc, auquel cas, dans ce scénario alternatif, on verrait les taux longs américains rebaisser et les bourses baisser pour des raisons évidemment de révision en baisse nette des profits. Alors, on n'oublie pas la persistance de l'inflation, parce qu'on voit bien que c'est ce qui entraîne un peu la BCE, mais c'est plus centré sur BCE que sur Fed, parce qu'on a le CPI, l'indice de consommation, l'indice d'inflation à la consommation aux États-Unis, on le voit rebaisser encore un peu, d'autant plus que la partie logement pourrait aussi cette fois-ci entraîner à la baisse ce chiffre-là. Mais dans ce scénario-là, on aurait encore le maintien d'une crise énergétique qui ferait que l'inflation absolue serait très forte et entraînant la BCE dans une cible au-delà de 3,25, 3,5. Et dans ce cas-là, on aurait les taux longs euros qui seraient les perdants de l'histoire. Donc, un scénario central positif, que ce soit le monde obligataire ou le monde action, mais 2 scénarios adverses, négatifs sur les actions, mais pas forcément sur le côté obligataire, puisque évidemment, on aurait, en cas de crainte de récession sévère, peu de mouvement ce qu'on appelle le flight to quality, un mouvement qu'on n'a pas connu depuis pas mal de temps, parce que à l'origine de la baisse du marché obligataire, c'était évidemment les mesures prises par les banquiers centraux pour lutter contre l'inflation. Au final, comment est-ce que ça se traduit en matière d'allocation ? Donc, si je comprends bien, c'est que dans plusieurs scénarios, il faut avoir de l'obligataire aujourd'hui, Arnaud. Alors, et dans au moins 2 scénarios sur 3, vous avez compris, donc à 80%, il faut avoir notamment des obligations américaines, où là, encore une fois, la lisibilité est plus claire. Donc, dans les portefeuilles, c'est la classe d'actifs qu'on privilégie aujourd'hui. Sur les taux euros, il faut peut-être avoir une position d'attente, parce qu'effectivement, il faut quand même, si on a une série de hausses des taux de la part de la BCE, ça serait un peu compliqué à court terme, même si on est persuadé que les anticipations de rebond de 2024
vont être challengés par le marché au cours de l'année 2023, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr, encore une fois, qu'on remonte en V. Et ensuite, du côté action, on garde les pays développés, mais avec des stratégies optionnelles de protection. Au passage, on a effectivement, du fait de la stabilisation des taux longs américains, on a augmenté la partie émergente dans les portefeuilles, notamment Asie. Alors, c'est aussi parce qu'on a en tête la rouverture du marché chinois, même si ça se fera en plusieurs étapes, on voit bien, puisque sur la politique sanitaire, le front sanitaire, le changement radical entre zéro Covid et quasiment, là, on provoque l'immunité collective par des... Ouais. C'est un vrai U-turn, là, c'est pas un pivot en douceur. Non, là, c'était radical. Ouais. Alors, jusqu'au nouvel an chinois de fin janvier, probablement, ça sera évidemment le nombre de cas qui va exploser, mais après, on risque d'avoir des éclaircies plus nettes et évidemment, dans ce cas-là, plus radicales, auquel cas on peut effectivement revenir sur le marché à cet horizon-là. Merci beaucoup Arnaud pour cet éclairage de fin d'année, plus que nécessaire avec cette dernière surprise au quiche de la part d'une banque centrale cette année, et en l'occurrence pas des moindres puisqu'on parle de la Banque du Japon. On aura l'occasion d'y revenir dans l'émission ce soir à 17h, je précise, avec nos invités. Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, directeur général délégué et directeur des investissements de CPR Asset Management.